Bienvenue sur The Grey Zone. Je suis Max Blumenthal. Je suis ici avec mon ami, un bon ami de The Grey Zone, Thomas Becker, qui est avocat spécialisé dans les droits de l'homme et journaliste indépendant à bord de la flottille de la conscience, qui constitue la deuxième vague, après que la flottille Samud a été interceptée juste au large des côtes de la bande de Gaza assiégée. Thomas, pourquoi as-tu rejoint cette flottille et quelle est la stratégie ici? Why did you join this flotilla and what is the strategy here? Well, hey Max, good to see you again. Eh bien, salut Max, content de te revoir. Tu sais, pour moi, le bateau sur lequel nous sommes, le Conscience, est composé principalement de journalistes et de médecins. Comme nous le savons, il y a une pénurie de tout cela à Gaza en ce moment. En fait, c'est la pire guerre jamais rapportée en termes de meurtres de journalistes, de travailleurs humanitaires et de soignants. Donc, en partie, il s'agit d'attirer l'attention sur cette guerre scandaleuse, ce génocide sans précédent, mais aussi de faire notre travail. Arriver, livrer des fournitures médicales, apporter une aide médicale, couvrir ce qui se passe sur le terrain. Il y a eu un véritable blackout total sur toute présence de la presse, vraiment. Donc notre bateau a spécifiquement ce mandat. Mais il y a d'autres bateaux où tout le monde dépose de l'aide humanitaire. Donc tu sais, une partie consiste à apporter de l'aide aux gens. L'autre partie consiste à documenter ce qui se passe et à aider dans les hôpitaux, qui sont tout simplement en catastrophe, comme tu le sais. Eh bien, les Israéliens affirment que ces bateaux ne transportent pas d'aide. Est-ce le cas? Et quelle est la stratégie de communication plus large ici? Vous voulez dire en termes de stratégie de communication israélienne ou de celle de la flottille? En ce qui concerne la flottille, je veux dire, disons simplement que les bateaux ne peuvent pas transporter assez d'aide pour nourrir une population affamée. Je veux dire, n'y a-t-il pas un autre objectif plus large ici? Oui. Donc tout d'abord, je dirais que nous avons certainement des provisions. Je les regarde en ce moment. Nous avons beaucoup de médicaments, de la nourriture, de l'eau aussi. Donc nous apportons certainement des provisions. Et les autres bateaux que nous connaissons apportent également des provisions. Mais comme vous l'avez mentionné, malheureusement, les près de 50 bateaux qui sont arrivés et la douzaine environ qui sont avec nous, cela ne suffira pas à nourrir toute la population de Gaza de façon permanente. Donc évidemment, à court terme, nous espérons que cela sera utile. Mais c'est aussi pour attirer l'attention sur ce blocus complètement illégal, cette occupation totalement illégale et le génocide illégal qui est en cours. Vous savez, en gros, les habitants de Gaza sont enfermés derrière des murs depuis une décennie et demie, voire plus, sans véritable accès au monde extérieur. Donc nous essayons de briser le siège, comme on dit, pour entrer en tant que journaliste, mais aussi pour briser cet espace qui est, vous savez, la plus grande prison à ciel ouvert jamais vue. Donc en partie, il s'agit réellement d'apporter de l'aide et de faire notre travail. Mais c'est aussi, bien sûr, pour attirer l'attention sur ces violations flagrantes des droits que de nombreux pays, en particulier dans le Nord global, ignorent ou facilitent, comme c'est le cas des États-Unis et d'autres. Alors, comment cette flottille est-elle organisée? Il me semble que c'est la plus grande jusqu'à présent, et il y a cet effet de chaîne où le Samud a été intercepté, et maintenant d'autres bateaux arrivent. Parlez-nous du processus que vous avez suivi pour y participer. Eh bien, c'est intéressant parce que, d'une part, ils sont vraiment bien organisés en ce qui concerne cette collaboration entre tous les bateaux. Il y a une collaboration entre le Samud mondial, la flottille de la liberté et les 1000 Marlène. Ils sont tous plus ou moins connectés. Mais il y a un aspect organique dans le sens où, 1000 Marlène. Marlène est une personne qui travaille avec le groupe espagnol.
Beaucoup de choses se font de manière spontanée. Je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait environ 45 bateaux, qui sont partis de Turquie après qu'ils ont capturé les bateaux arrivés près de Gaza. Et ils sont partis en Méditerranée. On ne sait pas encore s'ils vont aller jusqu'à Gaza ou si c'est juste pour montrer leur présence. Mais je pense que, vous savez, beaucoup de ces bateaux sont venus assez naturellement parce que les gens en ont tout simplement assez de ce qui se passe. Je veux dire, tous les autres systèmes internationaux ne fonctionnent pas. Vous savez, les démarches habituelles, aller aux Nations Unies, à la Cour internationale de justice, à la CPI, les gens ont suivi les règles et l'ont fait, et ça ne marche pas. Je veux dire, il y a un mandat de la CPI contre Netanyahou. La CIJ a statué qu'il y a une occupation et examine le cas de génocide, estimant qu'il y a une réelle possibilité. Les Nations Unies ont déclaré qu'il y a un génocide, et cela n'a rien arrêté. Ainsi, de nombreux appels de la société civile soulignent que nous avons l'obligation d'agir. Je vais être un juriste ennuyeux un instant, mais le génocide est le crime des crimes. C'est le seul crime pour lequel des États tiers ou d'autres États ont la responsabilité de l'arrêter. Pour tout autre type de crime, on peut, en théorie, y répondre sans intervention étatique. Mais ici, les États doivent intervenir. Ils ont une responsabilité juridique. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, sans aucune implication d'autres pays, à part les États-Unis qui s'impliquent en fournissant des armes, ils échouent. Ainsi, la société civile s'est mobilisée pour faire ce que la communauté internationale ne parvient pas à faire. Nous avons vu certains gouvernements, comme celui de Gustavo Petro en Colombie, appeler à la création d'une force de protection armée pour permettre l'acheminement de l'aide aux populations affamées de Gaza. Il s'agirait d'une force internationale. Et à certains moments du trajet de la flottille Samud vers Gaza, il me semble qu'elle a bénéficié d'escortes militaires, notamment de l'Italie et de la Grèce. Espérez-vous également susciter une forme, même momentanée, d'intervention militaire permettant à ces navires d'entrer dans l'île? Eh bien, l'Italie, la Grèce et la Turquie ont toutes fait marche arrière à un moment donné, donc nous nous retrouvons seuls ici. D'un côté, je trouve cela décevant qu'ils ne soient pas allés jusqu'au bout, mais d'un autre côté, je pense que c'est un signe que cette pression fonctionne, que leurs gouvernements, des gouvernements étrangers, comprennent que cela pourrait devenir un véritable cauchemar géopolitique. Je pense aussi qu'il y a une prise de conscience que le gouvernement israélien a commis des violations des droits sans précédent et ne se soucie pas forcément des militants, des journalistes ou des médecins comme les personnes présentes sur ce bateau, comme nous le savons. Donc je pense j'aimerais voir plus d'aide de la part de la communauté internationale et un véritable effort coordonné pour acheminer de l'aide. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Cette guerre doit cesser. Netanyahou doit être tenu responsable de crimes de guerre très clairs, voire de génocide. Et le problème, franchement, c'est que vous savez, je pense que particulièrement dans le sud global, vous avez mentionné la Colombie, la Bolivie est exemplaire à ce sujet, l'Afrique du Sud aussi, il y a beaucoup de pays qui ont été excellents sur cette question. Mais vous savez, les grands comme les États-Unis ont été assez mauvais et ont directement facilité toutes ces violations des droits. Je viens d'ailleurs de voir un tweet de l'ambassadeur américain en Israël, Jack Lew, se moquant de Greta Thunberg. En théorie, vous savez, si nous sommes arrêtés, et d'autres Américains qui ont été arrêtés lors de la première vague, son rôle au consulat est de faciliter notre libération. Au lieu de cela, il se moque des personnes qui ont participé à cela. Donc les États-Unis, vous savez, ils n'enverront pas de navires pour s'assurer que l'aide arrive. Ils soutiennent les crimes de guerre flagrants d'Israël. Cela vous inquiète-t-il?
Il y a maintenant des articles dans The Guardian, Novara Media et d'autres médias affirmant que Greta Thunberg a été maltraitée. J'ai moi-même vu des interviews d'activistes turcs qui, de retour en Turquie, ont déclaré qu'elle avait été traînée par les cheveux, forcée de prendre des photos avec des drapeaux israéliens et qu'on lui avait enroulé des drapeaux israéliens autour des mains. D'autres activistes affirment avoir été maltraités. Êtes-vous préoccupé par le risque de torture de la part des Israéliens s'ils interceptent votre navire? From the Israelis if they intercept your ship? Yeah, I mean, I've seen the same. Oui, j'ai vu les mêmes images que vous avez mentionnées. Nous sommes restés en contact avec des personnes tout au long de cette période, puis elles ont été capturées et nous avons perdu le contact avec beaucoup d'entre elles. Donc, nous n'avons pas pu vérifier où se trouvent beaucoup de gens, ni ce qui s'est exactement passé. Tout se déroule un peu en temps réel et nous essayons de rattraper les événements. Mais j'ai vu ces rapports, ils sont vraiment inquiétants. Et je pense que c'est très réaliste, car Israël a déjà fait ça par le passé. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur la façon dont ils ont traité les Palestiniens, la torture qu'ils leur ont infligée. C'est un gouvernement qui torture. C'est un gouvernement qui tue. Vous savez, en parlant de précédent, le bateau sur lequel je me trouve, le Conscience, a été attaqué par des drones en mai. C'était une sorte d'engin incendiaire qui a provoqué un incendie. Le navire est réparé maintenant, et c'est celui que nous utilisons. Mais tout le monde a dû fuir le navire. Et vous savez, ils ont déjà attaqué des personnes dans cette flottille auparavant. Précédemment, je crois que c'était en 2010 et 2013, ils ont tué des membres de la flottille. Ils les ont abattus. C'était le Mavi Marmara. Oui. Donc je pense que oui, la violence, la torture, toutes ces choses sont très possibles. C'est un régime extrémiste. Nous l'avons vu encore et encore. Donc il y a une inquiétude pour ceux d'entre nous qui sont sur le navire. Mais encore une fois, nous avons cette responsabilité de... Si c'est aussi grave pour nous, on ne peut qu'imaginer à quel point c'est pire pour les Palestiniens. Donc nous faisons vraiment tout notre possible pour y arriver, leur apporter l'aide et leur fournir les services dont ils ont besoin. Et la flottille, la Conscience, dans votre vague de la flottille, dans quelle mesure est-elle liée aux syndicats en Europe, en particulier en Italie, qui ont été très solidaires? Et quel type d'action prévoyez-vous de coordonner avec ces forces de la société civile sur le continent? Donc, nous sommes partis d'Italie. Nous avons eu beaucoup de soutien sur le terrain pour partir. Il y a eu des manifestations. Il y a des manifestations en ce moment même. Vous savez, les États-Unis sont un peu à la traîne sur ce sujet. Je veux dire, je pense qu'il y a certainement des manifestations pour la Palestine, mais il y en a eu partout en Europe ces derniers jours, en réaction à ce qui se passe à Gaza, mais aussi en réaction à ce qui est arrivé aux personnes sur la flottille. Nous avons donc une équipe de personnes et de coordinateurs qui travaillent avec des gens sur le terrain, j'imagine avec des mouvements sociaux et des syndicats également. Vous savez, il y a presque un pare-feu. Certains d'entre nous sont venus ici en tant que journalistes pour documenter ce qui se passe, ou en tant que soignants. Et puis il y a d'autres personnes qui sont les organisateurs, collaborant avec d'autres. Nous sommes venus en tant qu'impartiaux. Nous sommes venus faire notre travail. Nous sommes venus simplement documenter ce qui se passe. Nous sommes venus offrir des soins médicaux à ceux qui en ont besoin. Beaucoup des aspects organisationnels ne concernent pas la majorité d'entre nous ici. Nous sommes ici parce que cela nous transporte à Gaza pour faire notre travail. Mais je sais que la direction ici a collaboré avec des mouvements sociaux et d'autres bateaux et mouvements de protestation à travers l'Europe. Oui, j'ai vu que les trains ne circulaient pas dans certaines régions d'Italie à cause de la grève nationale.
Oui, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, les mobilisations, elles ont été importantes aux États-Unis. Historiquement, tu sais, tu as travaillé sur cette question pendant plusieurs années. Cela a certainement beaucoup grandi aux États-Unis, mais la résistance a aussi augmenté. Mais je dirais qu'en Europe, il semble être plus intimement lié à cela. Et les manifestations à travers l'Europe ont été vraiment impressionnantes. En quelques jours, tout a explosé. Une nouvelle vague arrive-t-elle? Est-ce la fin du mouvement? Une série de tentatives pour briser le siège. Vous savez, c'est difficile à dire, parce que par exemple, les 45 navires turcs qui sont partis, ça ne faisait pas partie. Il n'y avait aucune coordination. C'était simplement une frustration spontanée face à ce que fait Israël. Et donc, je ne pense pas que cela va s'arrêter de sitôt. Je pense que cela va continuer, que ce sera quelque chose de continu, tant qu'il y aura une Gaza. Ce qui, vous savez, reste incertain vu la vitesse à laquelle Israël est en train de la détruire. Mais je pense que les gens vont continuer. Je ne sais pas s'il y a une sorte de prochaine vague qui arrive. Vous savez, il y a essentiellement 3 flottilles qui travaillent et collaborent. Les 2 dernières, la flottille de la Liberté, nous avons en quelque sorte essayé de nous coordonner pour partir ensemble. Mais je pense qu'il y a une possibilité. Il y a des rumeurs qu'il y en ait d'autres. Je vais le formuler ainsi. Quant à la façon dont c'est organisé, je ne sais pas encore. Et je pense que beaucoup de gens vont continuer à y retourner. Je veux dire, Greta y est allée 2 fois maintenant. Je pense que cela montre simplement que c'est un moyen d'attirer l'attention sur ce que beaucoup dans le monde préfèrent ignorer. Eh bien, les Israéliens produisent une sorte de spectacle de propagande très prévisible, vulgaire et peu professionnel depuis la capture de la flottille Samud. Laissez-moi vous montrer l'un des éléments de propagande qui a été diffusé par l'un des influenceurs de façade recrutés par Netanyahou et les services de renseignement israéliens qui toucherait soi-disant $7,000 par publication. Merci. Supprimez cette partie. Nous allons couper ça au montage. C'est pour ça qu'on n'est pas en direct. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des machines à margarita sur le bateau? Est-ce qu'il y a, vous savez, des méga paquets de préservatifs, des gens qui se shootent à l'héroïne et au fentanyl, de la drogue? Au fait, cela ressemble à... Vous avez vu les aiguilles en arrière-plan? Oui, je vois tout ça. Tu sais, on dirait un coin de rue à Vancouver, là-dehors. Non, je veux dire, genre, je ne sais même pas si c'était l'un des bateaux de la flottille Samud. On aurait dit qu'ils avaient juste choisi un bateau au hasard. Et puis, on pouvait carrément voir que le jus d'orange, à côté de la soi-disant machine à margarita, portait une marque israélienne avec un logo en hébreu. Donc, ils n'ont même pas eu l'intelligence d'essayer de mettre, tu sais, une marque italienne ou quelque chose comme ça. C'était juste. Mais enfin, qu'est-ce que tu réponds à ça? Vous faites juste la fête en mer? Évidemment, la vidéo est tellement absurde qu'elle en devient franchement drôle, honnêtement. C'est assez amusant à regarder. Non, nous n'avons certainement pas de machine à margarita ni de préservatifs qui traînent. Il n'y a pas d'alcool sur ce navire. Nous avons beaucoup de monde et beaucoup d'aide sur un navire déjà bien rempli.
Vous savez, nous dormons par terre juste pour pouvoir accueillir assez de personnes. Pas de machine à margarita. Au grand désarroi de beaucoup, s'imagine. To the dismay of many, I suppose. Alors Tommy, je te connais en tant qu'avocat spécialisé dans les droits humains, qui a contribué à tenir pour responsable l'ancien président bolivien néolibéral, Goni Sanchez de Lozada, qui a supervisé un massacre de citoyens boliviens se révoltant après que la Bolivie a tenté de privatiser et de vendre sa propre eau. Nous nous sommes rencontrés pendant le régime issu du coup d'État de Janine Áñez en Bolivie. Tu étais un opposant de haut niveau et tu restes lié aux mouvements sociaux en Bolivie, qui viennent de subir un terrible revers avec la défaite de la coalition de gauche après la rupture entre Evo Morales, ancien président bolivien, et Luis Arce, également ancien président. Comment vois-tu le lien entre ton travail en Bolivie, la flottille et Gaza? Qu'est-ce que ton engagement en Bolivie et ailleurs t'a inspiré pour rejoindre cette flottille? Eh bien, d'une part, tout d'abord, je travaille en fait pour certains médias en Bolivie. Donc, mon rôle ici, sur le navire, est très lié aux journalistes. Évidemment, c'est dans le cadre du droit international des droits de l'homme. Je ne peux pas me détacher de cet aspect-là. Mais, vous savez, on voit ces parallèles. La Bolivie est le pays le plus indigène des Amériques, et il y a une exploitation par ceux qui détiennent le pouvoir et une domination totale. Cela a changé, comme vous l'avez mentionné, avec Evo Morales, et beaucoup de choses se sont inversées. Mais il y a toujours ce groupe qui contrôle une grande partie de ce qui se passe dans le pays. Et il y a des parallèles avec Israël et la manière dont il contrôle les Palestiniens en Cisjordanie et bien sûr à Gaza. Je dirais que le projet colonial en Israël ressemble à bien des égards à celui d'il y a des siècles, lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud. Pour simplifier, je pourrais dire que tout cela relève du juridique. Mais ce qui m'attire, c'est que je suis un être humain. Je ne peux plus regarder de vidéos d'enfants déchiquetés, voir des mères essayer de trouver de la nourriture pour leurs enfants et se faire tirer dessus dans des files d'aide humanitaire. Le paysage de Gaza ressemble à un film Mad Max, en sachant qu'il y avait là un hôpital, une école, des maisons familiales, et en le voyant ainsi. Je pense que la plupart des gens dans le monde ressentent simplement un désespoir de faire quelque chose, sentent que la situation a empiré au-delà de tout ce que l'on aurait pu imaginer. Je pense que c'est ce qui m'a attiré vers ce sujet. Mon inquiétude face à la souffrance extrême des Palestiniens à Gaza m'a poussé à m'y intéresser. Dans mon travail de journaliste, j'ai été attiré par cette question parce que les journalistes ne peuvent pas entrer. Il y a pratiquement un blackout total en ce qui concerne le journalisme. Et je pense que le monde doit savoir ce qui se passe. Les gens n'en voient que des bribes à travers des vidéos TikTok et autres. Et il y a d'excellents journalistes sur le terrain, mais ils sont tués un à un. Nous essayons donc de briser le contrôle des médias qu'Israël exerce. C'est cela qui m'a poussé à m'engager. Oui, je pense. J'adorerais aller à Gaza et faire des reportages. Je peux penser à des centaines et des centaines de journalistes qu'ils voudraient aussi. Mais de façon intéressante, les médias d'entreprise aux États-Unis, les grands médias traditionnels, ne font pas pression sur le gouvernement israélien. Et lorsqu'ils interviewent des responsables israéliens, ils ne demandent pas pourquoi nous ne pouvons pas entrer. Et c'est évident. Ils tuent les journalistes sur place. Ils tuent les travailleurs humanitaires à l'intérieur de Gaza, les secouristes, pour que nous ne puissions pas voir, et ils tiennent le reste d'entre nous à l'écart. C'est pourquoi je pense que le bateau sur lequel vous êtes, la conscience, avec des journalistes comme vous, est si important. Avec ce bateau, les mots du défunt poète palestinien Mahmoud Darwish résonnent aujourd'hui. Assiège l'assiégeant. Et c'est exactement ce que vous faites tous.
Quand pensez-vous arriver? When do you expect to arrive? I think in about a handful of days. Je pense que ce sera dans quelques jours, 4 ou 5 jours peut-être. En partie, c'est parce que nous essayons de nous organiser. Il y a beaucoup d'autres bateaux. Nous sommes dans un grand bateau qui va assez vite, mais il y a d'autres bateaux qui ne vont pas aussi vite. Et la météo joue un rôle. Nous avons eu des journées de tempête il y a quelques jours, en fait les 2 derniers jours, et cela nous a vraiment ralenti, mais cela ralentit encore plus les petits bateaux. Donc, beaucoup de choses dépendent de la météo et du rythme des autres bateaux. Mais je pense que dans les prochains jours, nous arriverons. In the next handful of days, we'll be arriving. Well, we hope that you make it. Eh bien, nous espérons que vous parviendrez à franchir les murs du siège et à rejoindre les habitants de Gaza qui attendent sur les plages. Et nous vous remercions de nous avoir rejoints sur The Grey Zone. Nous vous recontacterons dès que possible. Alors merci de rester en contact. L'avocat spécialisé en droits de l'homme et journaliste indépendant, Thomas Becker. Lawyer and freelance journalist Tommy Becker. Merci beaucoup. Merci.